Nous devrions être à la veille d'une conférence de l'ONU destinée à relancer l'option d'un État palestinien, au lieu de quoi nous voilà au beau milieu d'une guerre entre Israël et l'Iran que les diplomates ont mis des décennies à essayer d'empêcher. Alors jusqu'où Israël peut-il aller dans sa confrontation avec le régime iranien? Y a-t-il un risque de conflagration régionale? Gaza et les Palestiniens sont-ils jetés aux oubliettes? De tout cela, nous parlons ce soir dans le club Le Figaro International. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, et directeur de la revue Confluence Méditerranée. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur les relations internationales, la Méditerranée, le Moyen-Orient. Et vous avez publié cette année avec Pierre Blanc un atlas des Palestiniens, itinéraire d'un peuple sans État, aux éditions Autrement. Clément Terme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien des relations internationales et spécialiste du monde iranien. Vous enseignez à l'université Paul Valéry de Montpellier et à Sciences Po Paris. Vous avez notamment été chercheur à l'Institut français de recherche à Téhéran et membre de l'équipe Savoir nucléaire du CERI à Sciences Po. Vous êtes l'auteur d'une demi-douzaine de livres sur l'Iran. Et deux autres sont sur le point de paraître aux éditions Erol, Téhéran-Washington 1979-2025 et Idées reçues sur l'Iran. Rina Bassis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la correspondante à Paris de la radio publique israélienne Cannes. Vous écrivez aussi pour le site Al Monitor et pour le Jérusalem Post, entre autres, après avoir eu une première carrière de diplomate au ministère israélien des Affaires étrangères. Et Jean-Marc Gonin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef et grand reporter au Figaro Magazine, où vous aviez posé, dès octobre 2024, l'une des questions qui nous intéresse ce soir, le régime des Mollahs peut-il survivre à une guerre avec Israël? Alors commençons peut-être par un état des lieux de cette guerre, tel que vous l'observez, peut-être, Clément Terme. Où en sont les Iraniens, où en sont les Israéliens, selon vous? Alors, les opérations militaires israéliennes touchent maintenant les 2/3 du territoire iranien, plus d'une vingtaine de provinces. Oui. Et donc, il y a une évolution aussi au niveau des cibles. Au début, on avait des cibles principalement le commandement militaire de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, donc les responsables des tirs de missiles sur Israël. Donc, c'était extrêmement ciblé. Oui. Également, le responsable des réseaux, de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, donc le chef de la force. Dès le début, il y a eu les états-majors, oui, les chefs d'état-major. C'était au début, c'est-à-dire la menace telle que perçue par Israël sur le plan militaire conventionnel. En fait, ce que vous venez... la menace virtuelle qu'on évoque sans cesse, c'est-à-dire la question de la militarisation du programme nucléaire, qui sont un peu les éléments de langage qu'on entend dans les médias. C'est-à-dire ceux dont pouvaient venir les représailles, en fait. Ça a été les premières cibles. Oui. Les décideurs et les missiles balistiques. Exactement. Et surtout, on avait vu après le 7 octobre aussi des actions sur les alliés non étatiques de l'Iran. Donc cette intervention militaire a été rendue possible aussi par les actions militaires au cours des mois précédents. Mais on a vu qu'au début, les cibles étaient vraiment limitées au maximum, les capacités de réponse militaire conventionnelle de la République islamique d'Iran. Et depuis hier, on voit que les cibles ont évolué et qu'on est plus maintenant des cibles militaires qui traduisent un objectif qui serait lié au changement de régime, comme le siège de la radio-télévision, le ministère des Renseignements, la police. On peut appeler ça des cibles politiques? Non, sécuritaires, l'appareil de sécurité. Oui, mais la télévision. Non, c'est l'État profond en Iran. Oui. La télévision participe aux confessions forcées, est liée avec les services de renseignement. Et symboliquement, l'élimination du chef de service de renseignement des gardiens de la Révolution est très importante parce que c'est lui qui est en charge de la sécurité intérieure et qui est le responsable, qui chapeaute l'ensemble des services de renseignement iraniens qui sont plus d'une dizaine. Donc ce ciblage de l'appareil de sécurité montre que l'idée est désormais de déstabiliser le régime à l'intérieur de ses frontières. Ouais. Rina Bassis, qu'est-ce qu'on dit en Israël sur les objectifs militaires? Est-ce qu'ils sont atteints, en voie d'être atteints? Non, je suis d'accord avec cette analyse parce que l'objectif général déclaré par le gouvernement israélien, c'est éliminer en fait les menaces stratégiques sur Israël. Au-dessous, il y a deux, on peut dire, objectifs. D'abord, bien sûr, décapiter le plus possible le programme nucléaire iranien.
Je crois que même en Israël, on accepte qu'on ne pourra peut-être pas l'éliminer complètement, mais l'éliminer le plus possible. Ça, c'est un objectif. Et la deuxième, c'est effectivement éliminer la menace immédiate. Donc là, on parle de tout cet appareil de missiles balistiques. Et on a vu d'abord qu'il y avait des frappes dès le début sur cet appareil, si c'est le dépôt de missiles, si c'est des lanceurs, des fabrications de missiles. Et on a vu aussi cette menace matérialisée. Mais cet objectif-là est plus facile à atteindre que le cœur du programme nucléaire. C'est-à-dire que c'est plus facile de détruire des stocks de missiles et des rampes de lancement que des infrastructures profondément enterrées. Oui, c'est plus facile, mais aussi c'est une menace qui est plus directe. Oui. Pour le programme nucléaire, je ne veux pas dire long terme, parce qu'on parle peut-être de semaines ou de mois ou d'un an. Mais là, la menace des missiles, on l'a vu, ça fait 5 jours qu'il y a des morts, qu'il y a des victimes en Israël. Jean-Paul Chagnolot, comment identifiez-vous les objectifs d'Israël dans cette guerre? C'est vraiment de détruire la menace nucléaire, le programme, ou c'est le changement des régimes plus... Je crois d'abord qu'il n'y a pas de distinction dans l'esprit, je suppose, des dirigeants israéliens, de ce qui se passe en Iran, de ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'ils ont une vue globale. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a, au fond, comme vous l'avez évoqué tout à fait au début, on a pulvérisé tout ce qui pouvait être de l'ordre de la diplomatie. Si on prend la chronologie immédiate, c'est-à-dire il y a quelques jours, il y avait tout de même 2 processus. Un qui était à venir, New York, qui était une conférence importante sur la reconnaissance de l'État palestinien avec l'Arabie Saoudite. Et donc, il y avait quelque chose qui se passait. Et qui est reporté sine die. Qui est pulvérisé à ce jour. Et puis, par ailleurs, il y avait encore une étape de négociation à Oman entre Américains et Iraniens. J'ajoute à cela que quelques jours plus tôt, Netanyahou avait des difficultés majeures à l'intérieur même du pays, puisqu'il risquait, parce que les partis ultra-orthodoxes avaient décidé de faire pression et on risquait une dissolution. Donc il y a là, chez Netanyahou... Vous allez jusqu'à penser que c'est une diversion politique de plus? Je ne veux pas faire un commentaire, parce que ça va emmener sur des polémiques pas possibles. Je vois simplement la coïncidence. J'ajouterais qu'en relations internationales, je ne crois pas aux coïncidences. Après, chacun peut avoir son opinion. Il y a quand même... le risque est tel, l'ampleur de l'opération couvre tellement de risques qu'on peut espérer, du moins, que ce ne soit pas seulement un calcul de politique intérieure. L'intervention dont nous parlons, elle était possible il y a quelques semaines, quelques mois. Elle a été préparée depuis très longtemps. On en parle depuis... je parle sous le contrôle de Clément. On en parle depuis quoi, 10 ans, 15 ans évidemment. Donc, Netanyahou a toujours eu cette menace depuis implicite. Depuis pouvoir en 2009 et avant dans l'opposition, il a toujours... C'était vraiment la mantra, quoi. Il y a 2 mantras depuis 15 ans. C'est intéressant de reprendre le long terme. Un, c'était il faut liquider la question palestinienne en faisant accord avec les pays arabes, d'où les accords d'Abraham, par exemple, premier point. Et deuxième point, évidemment, à le moment venu, se débarrasser de toute menace venant de l'Iran, à commencer par le programme nucléaire, s'il va vers le militaire. Mais ça, c'est clair depuis très longtemps. Mais ça s'est passé juste la semaine dernière. Ça aurait pu se passer dans 15 jours ou 3 semaines. Et ce que je vois, c'est qu'une fois encore, les dimensions diplomatiques sont pulvérisées. Et à partir de là, on n'a plus aucune visibilité, car tout ce qui peut se passer aujourd'hui, dans les prochains jours, personne n'en sait rien, et ça peut conduire à des incertitudes terribles, quoi. Tout de même, Jean-Marc Gonin, l'enjeu dépasse la politique israélienne, franchement. De beaucoup. Et il y a quelqu'un qu'on n'a toujours pas, un acteur qu'on n'a toujours pas évoqué, ce sont les États-Unis. Il y a aussi on va beaucoup en parler. Je veux dire simplement dans les buts, si on parle des buts. Mais il faut peut-être rappeler à ce stade que la menace iranienne a toujours été considérée par Israël, par les Israéliens, quels que soient d'ailleurs les gouvernements, comme une menace très grave, sinon existentielle. Absolument, pour Netanyahou, c'est existentiel. Bien sûr. Il a raison ou pas ? Écoutez, l'Iran a fait la démonstration de sa capacité de nuisance vis-à-vis d'Israël, et en plus avec les proxys qui entre-temps, tous ces alliés que la stratégie iranienne s'était dotée au Proche-Orient, ils ont été détruits les uns après les autres par Israël. C'est-à-dire le Hamas, le Hezbollah... C'était pas des chimères, ces gens-là se sont attaqués directement à Israël, ont été des ennemis jurés d'Israël, et ont fait la guerre à Israël.
Israël, par procuration souvent pour l'Iran, mais ils l'ont fait. Et c'était un grand dessein de Téhéran. En même temps, certains disent que tous les pays qui ont l'arme nucléaire, c'est pas pour l'utiliser. Même l'Inde et le Pakistan, qui sont ennemis et qui ont tous les deux l'arme nucléaire, ne l'utilisent pas. Rina Bassiste, est-ce que c'est une menace existentielle, objectivement, ou est-ce qu'il y a une dimension d'exagération peut-être ? Je ne pense pas. Et là, je reviens un petit peu à ce que mon collègue a évoqué, la question des coïncidences. C'est possible que M. Netanyahu avait aussi des motivations personnelles ou politiques. Mais elles sont clairement secondaires pour vous. Mais il y a quand même 2 dates qui sont objectives. Oui. D'abord, il y a la fin des 60 jours ça, c'est le délai qu'avait laissé Trump aux Iraniens pour négocier un accord avec ses représentants. Et l'attaque est venue le 61e jour. Donc ça, ce n'est pas une coïncidence. Il y a une cause à effet, ça c'est une chose. Et la deuxième, bien sûr, c'est le rapport de l'Agence de l'énergie atomique. Ça, ce n'est pas Israël qui le dit. Oui. Ça, c'est l'ONU qui dit que l'Iran est la semaine dernière que l'Iran viole ses obligations de non-prolifération. Exactement, et ça c'est très révélateur parce que ça fait des années que ça arrange à tout le monde d'être silencieux quand l'Iran dit mais nous on veut que le nucléaire civil, en fait on a de bonnes intentions, on est un pays pacifique, or on sait très bien que depuis 1979 ils appellent à la destruction de l'État d'Israël et ils ont aussi passé à l'acte. On se souvient, d'abord, on sait en France, on se souvient par exemple en Argentine, ce n'est pas un pays pacifique, c'est un pays qui soutient la terreur, qui Du coup, il y a un consensus en Israël, il faut le dire peut-être dès maintenant, il y a un consensus certainement pour soutenir ces opérations contre l'Iran. Disons, il n'y a pas un consensus 100% sur le fait est-ce qu'il y avait que des motivations sécuritaires. Il y a des gens qui disent M. Netanyahu avait aussi peut-être des motivations personnelles. Est-ce que la méthode est remise en question ? La question est en fait, il y avait ces derniers jours, ces derniers mois, je dirais plutôt, des publications en Israël suggérant qu'il y a peut-être des indices sur lesquels l'Iran a changé son stratégie. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à ces dernières années, l'Iran, il n'y avait pas de preuves comme si l'Iran a décidé de passer un certain cap. Et ça, c'est là commencer à développer la bombe même. Oui. Le côté technologique qui va permettre la détonation de matériel. Mm. Et là, il y a des indications en Israël comme si l'Iran a changé sa politique. Oui. Et si ça s'avère vrai, là, il y aura 100% en Israël qui vont soutenir cette opération. De toute façon, la communauté internationale entière s'oppose à ce que l'Iran obtienne l'arme nucléaire, Clément Terme. Oui. Que ce soit les Russes, les Américains, les Européens, oui, mais de toute façon, les Chinois. L'Iran est un État du seuil depuis les années 70. Je veux dire, le même programme nucléaire dans les années 70, que ce soit la position d'Israël à l'époque, du Shah d'Iran. La France travaillait aussi très activement dans le programme nucléaire de l'Iran, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni collaboraient. C'était un programme aussi qui avait vocation peut-être à se militariser plus tard. Oui. La première estimation de la CIA date de 1975 et à cette époque estime que l'Iran, d'ici 1985, s'il le souhaite, pourra se doter d'armes nucléaires. Et la découverte de l'alarmisme nucléaire, le Premier ministre Netanyahou a fait des prédictions. On peut faire l'histoire des prédictions en Israël de la bombe atomique iranienne. Vous verrez que l'Iran a déjà des bombes atomiques depuis les années 90. Ouais. Factuellement, c'est pas le cas. Ouais. Et c'est une décision politique. Effectivement, après, c'est toute la question de... Est-ce qu'Israël estime qu'il ne pourra plus arrêter l'Iran ? Donc il y a cette question-là, qui est une question hypothétique à laquelle personne n'a de réponse, qui permet de contourner le débat. Mais factuellement, selon les services de renseignement américains et d'autres services, on estime entre 1 et 3 ans le temps nécessaire pour pouvoir utiliser des systèmes d'armes nucléaires avant les bombardements israéliens. Mais ce qui est en cause, donc... Donc le risque, c'est que les bombardements israéliens, au contraire, accélèrent si le régime survit. Et donc c'est ça qui rend les objectifs de guerre d'Israël assez inquiétants, notamment pour la population iranienne. Ouais. C'est qu'en fait, le seul résultat politique positif pour Israël est l'émergence d'un Iran moins hostile. C'est-à-dire un retour à l'ancien régime. Et le débat, donc, est sur la méthode, en fait.
l'idéologie de la puisque tout le monde est contre. C'est pas en fait, il y a un lien, et d'ailleurs, le Premier ministre Netanyahou a toujours fait ce lien. Dès les années 2000, le slogan d'Israël était « un État absolu ne peut pas détenir l'arme absolue ». Il ne faut pas oublier la première partie de la proposition. C'est-à-dire, si l'Iran du Shah a la bombe atomique, ce n'est pas un problème. Donc c'est pour ça qu'on peut s'inquiéter sur les buts de guerre. Donc l'alternative, c'est le changement de régime. Jean-Paul Chagnolov, vous vouliez dire là-dessus? Il est bien évident que le fait qu'un État comme l'Iran puisse posséder l'arme nucléaire est inacceptable. Et ce serait tout à fait contraire au traité de non-prolifération des armes. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est le timing, car ce rapport à l'arme nucléaire, on le connaît depuis des années. Et ce rapport est particulièrement inquiétant, mais il y en a eu d'autres. Et il y a encore un délai pour fabriquer vraiment la bombe et faire en sorte que la bombe puisse être portée par tel ou tel vecteur. Il y avait encore du temps et ça impliquait une décision politique qui n'est pas intervenue. C'est ça que je voulais dire. Je me dis, on pourrait vous rétorquer que la diplomatie a tout essayé justement, elle n'a pas tout essayé. Depuis des années. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il y a eu quand même une fois, parce que dans cette région, il n'y a jamais de processus diplomatique, mais il y en a eu un et qui a abouti en 2015. C'était 2015. Et qui est sorti, il faut quand même rappeler un peu la chronologie, qui est sorti unilatéralement de cet accord de 2015, qui avait commencé pendant 2 ans à fonctionner à peu près. L'AIEA faisait des rapports en 2016-17 qui étaient assez ouverts, en disant oui, l'Iran respecte, et je ne suis pas en train de défendre ce fichu régime, hein, mais je constate simplement. Et à partir de là, Trump, unilatéralement, est sorti. Et ça a considérablement déstabilisé tout ça. À l'instigation de Benjamin Netanyahou à l'époque. Bien sûr, mais ça, c'était, à mon avis, une erreur majeure, parce que je ne sais pas ce qui serait advenu de cet accord, mais une des hypothèses, car on n'en est que là, si ça avait continué, je pense que ça aurait changer assez en profondeur la société iranienne elle-même. Enfin, ça aurait pu avoir des effets importants. Et là, on est à nouveau dans un système de violence et de face-à-face qui peut conduire à n'importe quoi. Juste un mot encore, qu'on n'arrivera pas par des bombardements à, comment dirais-je, à supprimer ce programme nucléaire. Il faudra forcément qu'à un moment donné, il y ait un débat politique ou diplomatique. Et puis, il y a une autre hypothèse aussi, c'est que si ce régime ne tombe pas, car j'en sais rien ce qui va se passer dans les prochains jours, eh bien, si j'étais iranien, je serais de plus en plus radical, si j'ose dire. Il pourrait y avoir une radicalité supplémentaire, car avec une formule très, très cynique, on peut dire, le seul pays qu'on ne peut pas envahir, c'est celui qui dispose de l'arme nucléaire. Donc on joue sur un terrain extrêmement difficile, quoi. Bon, et là, c'est l'inconnu total, quoi. Il y a des bombardements, mais on n'est pas à l'invasion. Voilà, on n'en sait rien. Jean-Marc Gonin. Je voulais juste revenir sur l'accord de Vienne de 2015. Souvenons-nous quand même que la France était un des pays les plus fermes. Oui, les plus durs. Fabius, à l'époque, disait qu'il faut absolument inclure les missiles balistiques dans cette affaire. Et c'est Obama, à l'époque, qui voulait un accord précipité, qui a dit on s'en fout, on continue, on le prend tel qu'il est. Donc il y avait quand même déjà, à l'époque, une certaine imperfection sur cet accord qui permettait aux Iraniens de travailler aussi sur le vecteur possible pour lancer. Mais les revendications françaises ont été en partie entendues, car ça a été quand même durci. Rina Bassis. Oui, je suis tout à fait d'accord. Justement, quand on parle avec les responsables israéliens de l'époque, ils disent tous c'est la France qui nous a représentés, qui a représenté en fait les intérêts israéliens jusqu'à un certain moment dans ces négociations de 2015. Mais là, on est dans une situation où les négociations, les Européens sont exclus. Il n'y a que le président Trump, et là, on ne sait pas ce qu'il va mettre sur la table. Pour les Israéliens, il va mettre s'il y a quelqu'un sur qui s'appuie Benjamin Netanyahou, c'est Donald Trump. Non, donc il doit au contraire, je pense. C'est pour ça, finalement, peut-être qu'il y avait une décision israélienne de frapper, justement, la peur de l'accord que M. Trump peut conclure. Parce que déjà, dans son campagne électorale, avant d'être élu, il n'a pas caché sa volonté d'arriver à un accord à tout prix, et ça, il a continué dans cette ligne. Donc, si on veut arriver à un accord, si l'autre partie sait qu'on est d'accord d'arriver par tous les moyens, bien sûr qu'il y aura un accord pas très contraignant. Oui. Juste une phrase, ce qui justifierait la coïncidence que j'évoquais. C'est-à-dire que cette décision de faire les frappes vendredi matin a pulvérisé tout le processus diplomatique. Oui. Est-ce que la guerre qui est en cours, les frappes aériennes, peuvent venir à bout de ce programme nucléaire, Clément Terme ? Oui, ça va me permettre aussi de donner la perspective iranienne sur ces coïncidences qui ne sont pas que des coïncidences. C'est aussi, malheureusement, les radicaux en Iran ont aussi recherché la vengeance vis-à-vis d'Israël après les opérations d'avril et d'octobre 2024, et aussi en République islamique d'Iran, notamment la force
aérospatiale des gardiens de la Révolution et le général Azizadeh qui a été éliminé et qui était présenté désormais comme le nouveau Rassem Soleimani, réclamait cette opération, ce qu'ils appellent promesse véridique numéro 3. Donc il y avait beaucoup de campagnes à l'intérieur de la République islamique pour reprendre l'affrontement militaire. Il y avait une forte demande à l'intérieur du système qui était liée à la perte de la Syrie. Pourtant, ils ont l'air d'être pris pas mal au dépourvu, aux militaires qui souhaitaient la reprise de l'action militaire. Expliquer après, je vais juste finir mon raisonnement, parce qu'il y avait la perte de la Syrie en décembre 2024 qui a été considérée comme une trahison par les plus radicaux en Iran, ne pas s'être battu pour préserver le corridor stratégique vis-à-vis du Hezbollah. Ensuite, il y a eu l'élimination d'Hassan Nasrallah. Donc beaucoup pensaient aussi que la réponse militaire de l'État iranien n'était pas suffisante. Donc il y avait ce débat interne et donc il y a aussi 2 dates importantes pour expliquer la possibilité, l'espace politique que les dirigeants iraniens ont laissé au Premier ministre israélien pour déclencher ces opérations militaires, c'est le rejet le 4 juin, lors de son discours, l'ayatollah Khamenei, pour la commémoration de la mort de l'ayatollah Khomeini, le fondateur. Donc il a répondu au président Trump sur sa proposition en la rejetant et en faisant de la surenchère. Et quand il y a eu la condamnation de l'AIEA, la République islamique a annoncé l'ouverture d'un 3e centre d'enrichissement d'uranium. Donc si vous voulez, d'un point de vue de l'intérêt national de l'Iran, les activistes iraniens, certes, s'opposent aux opérations militaires israéliennes, qui vont faire de nombreuses victimes civiles, mais ils s'opposent également aux décisions qui ont été prises par la République islamique, qui ont permis de laisser cet espace politique et de ne pas avoir, si vous voulez, tenu une position dans la négociation qui défende les intérêts nationaux du pays, parce que le rapport de force était en défaveur de la République islamique. Et donc un pays qui n'a pas les capacités militaires de répondre à Israël, qui est soutenu par les États-Unis, ne devrait pas prendre des positions maximalistes, des ambitions idéologiques. Il y a eu de la provocation. Oui, de la surenchère, parce que c'est comme ça que fonctionne le système de la République islamique depuis 1960. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils doivent être inquiets pour justement la survie de la partie la plus secrète de leur programme nucléaire? La question nucléaire est secondaire du point de vue de la République islamique d'Iran, dans le sens où elle était un outil pour boxer dans une catégorie qui est au-dessus de sa puissance réelle. C'est une puissance moyenne et le nucléaire permettait à la République islamique d'Iran de parler directement avec les États-Unis, avec les grandes puissances. Oui, mais c'est pas secondaire pour Israël. Et ça fait, en fait, le problème nucléaire iranien est né sous le Shah d'Iran. L'ayatollah Khomeini l'a abandonné en 1979. Et donc c'est quelque chose qui est nouveau. Ça fait depuis 2 décennies qu'on en parlait en Iran. Avant, ce n'est pas un sujet. La question, c'est pas tellement le programme en tant que tel. C'est quel prix à payer pour ce programme. Si juste pour avoir une capacité d'enrichissement d'uranium, le pays va disparaître sous les bombardements israéliens et peut-être demain américains, ça vaut pas le coup d'avoir une capacité d'enrichissement. Et à l'époque, il y a 20 ans déjà, on disait sous le président Ahmadinejad, quand j'étais en Iran, on disait que ça vaut le coup sur le plan économique. Normalement, des dirigeants En fait, c'était une assurance vie qui risque maintenant de leur coûter leur régime. C'est pas tellement une assurance vie, c'est pas, non, parce que c'est, en fait, encore une fois, c'est un état du seuil. Donc c'était l'idée finalement de reconfigurer la confrontation avec les Occidentaux. C'est-à-dire, il y a une confrontation existentielle de la part de la République islamique, de son point de vue, avec l'Occident depuis 1979, et la haine des États-Unis et d'Israël fait partie de l'ADN de la République islamique. Et le nucléaire était un moyen de redonner vie en dénonçant aussi par un tiers-mondisme nucléaire. C'était intelligent sur le plan de la propagande et en comparant avec la nationalisation du pétrole dans les années 50. Bien sûr, les Iraniens sont d'accord pour avoir un programme nucléaire ambitieux. Mais tout le débat est sur le prix à payer pour avoir quel équilibre. Quand on est un producteur de gaz, qu'on peut fabriquer de l'électricité moins chère à partir de ses ressources en gaz. Donc il y avait aussi la question interne, il y a un débat interne sur la pertinence même pour le programme civil. Jean-Pierre Chagnon. C'est que moi, ce qui me frappe dans ce que vient de dire Clément Terme, c'est que pendant toute cette ambiguïté stratégique, finalement, l'Iran n'a jamais décidé de sortir du TNP. Et donc, elle a toujours été aux marges. Et là, on était sans doute au bord. Et une des possibilités dans les temps qui viennent, c'est qu'ils sortent du TNP. Ce qui, comme l'a fait la Corée du Nord il y a déjà bien du temps. Israël a l'arme nucléaire depuis une bonne 50aine d'années. Il n'y a pas de problème de légalité d'armes nucléaires, puisque Israël a toujours refusé
d'adhérer au TNP et a toujours aussi refusé d'être de ce que les Nations Unies veulent faire, c'est-à-dire une zone libre de toute arme nucléaire chaque année, enfin tous les X années aux Nations Unies, il y a une discussion là-dessus. Donc on est dans cette espèce d'ambiguïté et aujourd'hui en fait le régime de Téhéran paye ses ambiguïtés et paye ses provocations. Bassiste. Oui, pour moi il n'y a pas d'ambiguïté. Je veux dire, depuis 1979, il y a une politique du régime d'Ayatollah, et ça, c'est d'anéantir Israël. Ça, c'est sans ambiguïté. Ils ont le programme nucléaire, ils ont le programme des missiles. Maintenant, ils utilisent ce programme des missiles. Ça ne veut pas dire que c'était 100% justifié peut-être maintenant, mais à un certain moment, d'abord être membre du traité, c'est juste une façon de se cacher, de s'acheter un petit peu de légitimité qui n'existait pas. Parce qu'on sait qu'ils n'étaient pas franches avec les agences unisiennes. On sait qu'ils ont essayé de cacher tout ce qu'ils développaient. Donc, pour moi, cet argument qu'ils sont membres, et ça, très bien, ça va protéger le monde, ça ne marche pas. Est-ce qu'aujourd'hui, de mettre une cible sur le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, comme l'a fait Benjamin Netanyahou hier encore sur une télévision américaine, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est stratégiquement pertinent? Ça qualifie les intentions d'Israël quand même, parce que là, on n'est plus dans diminuer le risque nucléaire. Là, on est, puisque Trump a dit j'ai dissuadé Netanyahou. Jusqu'à maintenant. Oui, il l'a dit ouvertement. Alors pour une fois, peut-être Trump a dit la vérité. En tout cas, ça veut dire qu'on voulait frapper le régime à la tête. C'est bien une logique de changement de régime et on n'est plus dans amoindrir un risque que court Israël. Là, on veut vraiment que la République ça vous paraît crédible, cet objectif de provoquer un changement de régime avec une campagne de bombardements aériens? Alors sur l'idée d'éliminer l'ayatollah Khamenei, c'est pas la même chose que d'éliminer le chef d'une organisation qui est classée comme terroriste, comme le Hezbollah libanais par les États-Unis. Donc là, c'est pas le même style de décision. Et effectivement, cela va faire basculer le conflit. Même par rapport aux règles internationales, c'est-à-dire l'élimination des chefs d'État. Normalement, même dans les conflits conventionnels, ça n'a pas été la norme. On a bien sûr c'est une sorte de tabou d'ailleurs. C'est en termes de légalité internationale, mais encore une fois, en 2025, avec les États-Unis comme plus grande puissance du monde occidental, je crois que cela reflète aussi l'état des relations internationales aujourd'hui et un basculement dans une ère on peut s'arrêter un instant là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un vieux tabou. On l'a vu avec Poutine, Milosevic, Bachar el-Assad. On ne touche pas aux chefs d'État, même les pires. Et Trump, qui n'a pas beaucoup de tabous, semble avoir eu celui-là aussi. Je ne sais pas si vous avez des réflexions là-dessus. Pourquoi d'abord ce tabou? Pourquoi on ne touche pas quand on cherche à anéantir un ennemi? On évite de frapper à la tête. C'est surprenant. Moi, je crois qu'il faut prendre les choses un peu en amont. C'est-à-dire que si on se place sur un terrain juridique, sur un du droit international, c'est l'idée de la licéité du recours à la force. Et donc, une guerre comme celle-ci, elle est illégale au regard du droit international. L'article 2, alinéa 4, est extrêmement clair là-dessus. On ne doit pas faire de guerre préventive. Alors après, aujourd'hui, tout ceci a volé en éclats. Les principes juridiques fondés en 1945 ne tiennent plus. Et c'est ça qui est terrible. Parce que, est-ce qu'il y a un juge qui pourrait dire oui ou non, est-ce que c'est légal? Sinon, c'est des polémiques à n'en plus finir. La seule instance capable de faire ça, c'est le Conseil de sécurité. Or, le Conseil de sécurité, aujourd'hui, a disparu, soit par le veto russe, quand il s'agit de tel, ou bien le veto américain, donc le Conseil de sécurité a disparu. Et à partir de là, tout est possible. Mais le point de départ, c'est ça. Une guerre est illicite si elle n'est pas... Et si on sort du droit pour passer à l'efficacité, puisque le droit n'a plus beaucoup de poids, est-ce que c'est pertinent d'essayer de dire, comme le fait Netanyahou, on annonce sa mort depuis des décennies. Donc, en fait, avant qu'il y ait ce débat,
il y avait, vous savez, dans tous les régimes autoritaires, il y a le débat sur la santé des dirigeants. Oui. Moi, quand j'étais en Iran, déjà en 2006-2007, on dit que Khamenei a un cancer de la prostate depuis des années. Ça a été annoncé plusieurs fois. Ouais. Et moi, quand j'étais à Téhéran, je me rappelle, on résidait pas loin d'ailleurs de la résidence du guide. Mais c'est pas les Iraniens qui l'ont annoncé. Non, c'était des rumeurs, c'était la presse, des médias. Il y avait le bruit qui courait, que le guide nous avait quittés. Et il y avait cette idée. Et là, on voit d'ailleurs l'activation des défenses anti-aériennes, beaucoup aussi de nouvelles qui nous arrivent ces 2 derniers jours, en disant beaucoup d'activités autour de la résidence du guide. Donc ça fait partie aussi de la guerre psychologique, la guerre informationnelle. Donc on est... mais ça aurait quel effet c'est le chef de l'État, c'est-à-dire c'est le pilier, le point d'équilibre. Il y a une structure de pouvoir complexe. Oui, alors ça, ce sont les institutionnalistes qui disent ça. C'est-à-dire que pour les institutionnalistes, il y a l'Assemblée des experts qui existe, donc il va désigner un nouveau guide. Mais c'est pas si simple dans un régime qui est affaibli. Ça serait un coup fatal. Les sociologues croient dans la théorie du choc. Moi, depuis que je travaille sur l'Iran, depuis une vingtaine d'années, j'entends que le jour où le guide disparaît, tout sera possible. Donc, parce que c'est la figure qui a aussi la légitimité révolutionnaire. C'est cette génération qui a plus de 80 ans en Iran. Ils ont fait la révolution dans les années 70. Et donc, est-ce que son fils, par exemple, ça serait difficile? On parle par exemple de la transmission à Mojtaba Khamenei, son fils, mais c'est un régime qui a renversé une monarchie héréditaire. Donc, comment un ayatollah pourrait mettre son fils à sa place, etc. Donc, ça va poser, la succession pose des problèmes, je pense, systémiques. Mais qui déciderait? C'est le conseil des sages? C'est l'Assemblée des experts. L'Assemblée des experts. Mais c'est des religieux qui, déjà, ont un comité, parce qu'il est âgé, et il y a des rumeurs sur sa santé. Donc, il prépare cette succession. Mais dans le contexte d'un conflit, parce qu'il est aussi chef des armées, le guide suprême. Donc, c'est le chef de l'État. Donc, pour vous, ça serait quand même un choc important? Je ne peux pas le mesurer. Je vous dis qu'il y a en sciences politiques, il y a 2 types d'analyses. Il y a les sociologues qui croient à la théorie du choc et les institutionnalistes qui minimisent. Qu'est-ce qu'on en pense en Israël, Rina? Oui, effectivement, il y a 2 choses. Il y a ciblé Khamenei et il y a fait tomber le régime. Je ne suis pas sûre que c'est la même chose les deux. Pour l'instant, ce que je vois, avec tout ce que je parle avec des responsables israéliens, pour l'instant, Israël, Jérusalem, n'a pas défini faire tomber le régime iranien comme un objectif de la guerre. Je crois que déjà éliminer ou presque éliminer le programme nucléaire, c'est un tel défi qu'on n'y va pas plus loin que ça. Et aussi peut-être au fait qu'à la fin, c'est au peuple iranien de se décider pour son sort, pas Israël. Ça, c'est une chose. Bien sûr, Israël sera très content si Khamenei tombe, si le régime d'Ayatollah tombe. Ça va de soi. Mais je crois que la déclaration de M. Netanyahou, on n'exclut rien. Parce qu'il n'a pas dit on va viser Khamenei, il a dit on exclut pas. Il a dit hier soir, ça accélérerait, ça ne provoquerait pas une escalade, ça conduirait à la fin de la guerre. Il n'a pas dit, il est sur notre viseur. Et je crois que c'est fait exprès de ne pas dire ça pour laisser les choses un peu ambiguës là. Il y a aussi ces déclarations avec la Maison-Blanche. Est-ce que la Maison-Blanche a fait veto, a pas fait veto? On est dans un environnement un peu de spin. Oui, et on est, il faut le dire, au milieu de choses très volatiles, puisque Trump dit qu'il va se passer quelque chose de very big. On ne sait pas exactement quoi. Un ambassadeur, je crois, d'Israël a dit aussi qu'il allait se passer des choses, qui rendraient anecdotiques les beepers qui ont tué tout l'état-major du Hezbollah. Tant de déclarations, mais à la fin, ce qui est important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et pour l'instant, Israël vise des cibles qui sont plutôt sécuritaires. Mais il y a Netanyahou parle régulièrement au peuple iranien, quand même. Il y a sinon un appel ou un soulèvement. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Qu'est-ce qu'il dit d'abord? D'abord, il dit nous serons vos amis quand... On ne fait pas la guerre à vous. C'est ça le message en fait qu'il veut. Et nous serons vos amis quand vous serez débarrassés de ce régime dictatorial, car... le régime n'est pas le plus... On peut être amis même quand vous avez un régime dictatorial. C'est juste on est ennemis avec le régime. C'est pas la première fois qu'un belligérant dit on ne fait pas la guerre au peuple, on fait la guerre à vos dirigeants. C'est mieux de le dire que de ne pas le dire, je pense. Certes, ça n'engage pas à grand-chose. Clémentaire. Oui, il y a une entente officielle, publique, entre le prince héritier Reza Pahlavi, donc de l'ancien régime, et le gouvernement israélien. Donc ils ont eu un appui. Ils aimeraient une restauration.
Je ne sais pas si c'est possible d'avoir des restaurations. La France est un exemple qui vit aux États-Unis. Oui, bien sûr. Il représente, si vous voulez, une certaine idée de l'Iran. Il a des partisans, mais c'est plutôt son nom qui est connu. C'est-à-dire que cette question qui est toujours posée, quelle alternative à la République islamique? C'est pas sous les bombardements que va naître la démocratie. Donc il faut d'abord que le régime s'effondre, qu'un espace politique se libère et que puisse s'exprimer la société civile iranienne. Et cette évolution sociale se traduira par un projet politique positif, mais c'est pas la guerre qui va amener ça. Donc je pense qu'en Iran, il y a une majorité de la population qui soutient le changement de régime, mais pas ce changement de régime-là, un changement de régime pacifique. Et venant de l'intérieur, bien sûr. Voilà, on a des manifestations depuis le milieu des années 2010 qui demandent plus la réforme, qui demandent le changement de régime. Mais pendant le mouvement de 2022, parce que c'est important par rapport au débat, le mouvement Femmes, Vie, Liberté, en Israël, il y avait des portraits d'un rappeur iranien très célèbre, Toumaj. Il n'avait rien demandé. Donc il y a une instrumentalisation aussi politique de la contestation populaire chez l'autre, comme l'Iran de la République islamique instrumentalise la cause palestinienne pour diviser son opposition, pour réprimer à l'intérieur. Et donc on voit que les États vont instrumentaliser les mouvements sociaux pour des objectifs géopolitiques. Et c'est pas nouveau, mais dans le conflit israélo-iranien, c'est quelque chose qui est présent depuis maintenant au moins 2 décennies. Les Européens, les Occidentaux mettent en garde contre un risque d'escalade. Est-ce qu'il y a vraiment un risque d'escalade, de conflagration régionale, quand on sait que finalement l'Iran a très peu d'alliés? Même peut-être la Russie, mais la Russie a d'autres chats à fouetter? Je crois qu'il y a, Jean-Paul Chagnolot, il n'y a pas de risque d'embrasement régional. Il est clair que l'Iran est complètement isolé, que les États du Golfe n'ont vraiment pas intérêt à s'impliquer. Alors ils pourraient l'être par les Iraniens, mais je crois qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Quant aux autres États dans le monde arabe, il n'existe plus. Le Liban, l'Irak, la Syrie. Donc je ne vois pas un embrasement régional. Les Turcs ne vont pas se mêler de ça. Bon voilà, donc je crois que la seule crainte qu'on peut avoir, à mon avis, c'est la position de Trump. Qu'est-ce qu'il va choisir? Car c'est lui qui a quelque part une des clés importantes. S'il choisit d'aller très loin et de s'impliquer, alors là, ça peut donner par réactivité des choses très graves venant d'Iran. Donc c'est ça, mais sinon régionalement, je ne vois pas en quoi ça pourrait s'embraser, sauf s'il y a justement cette décision américaine de s'impliquer. Alors là, tout est possible. Mais une implication de Trump, elle est nécessaire. Les Israéliens n'ont pas la bombe qui permet de détruire les bunkers nucléaires. À Fordo, vous voulez dire? Oui, à Fordo, par exemple, qui n'a même pas été visé pour l'instant parce que c'est enterré. Il était visé un petit peu, mais il n'y avait pas de dégâts pour l'instant, pas de dégâts à conséquence. Après, en gros, ce qu'attend Netanyahou aujourd'hui, c'est que Trump lui dise « Ok, on va finir le travail et on va mettre cette bombe GBU 57 ». 13 tonnes, bombe à souffle. Laisse Israël faire, c'est possible aussi qu'il donne la bombe. Oui, mais on dit même que les Israéliens n'ont pas les avions nécessaires pour transporter cette... Bon, c'est difficile à dire. J'attends tellement des experts que tout le monde sait tout. Mais alors, les experts que vous écoutez et que vous entendez, ils vous disent, oui, on a quand même besoin d'un coup de main des Américains ou pas? Pour finir le boulot, entre guillemets. Non, mais je crois qu'Israël, déjà, il y a les sentiments d'Israël, on ne peut pas finir tous les boulots. Donc, ce n'est pas l'objectif à la fin, parce que l'objectif, c'est quelque chose de réel. Ce qu'ils me disent, les responsables israéliens, c'est qu'on n'aurait pas lancé cette opération avec les objectifs qu'on a fixés sans être sûr qu'on y arrive. Donc maintenant, la question est qu'est-ce que c'est exactement les objectifs? Si au début, on sait qu'on n'arrivera pas à détruire Fordo, c'est peut-être pas l'objectif. L'objectif, peut-être, c'est détruire tous les autres sites. Aussi, ils me disent une autre chose. Non seulement on ne serait pas lancé dans cette opération sans être sûr d'y arriver, mais aussi l'hypothèse pour le départ est qu'on le fait seul. Donc, dès qu'il y avait cette décision qui était prise pour se lancer, c'était sur l'hypothèse qu'il n'y aura pas une aide américaine. En tout cas, il n'y aura pas des avions américains qui vont aller détruire... Donc ce que vous nous dites, en fait, c'est que les objectifs ont été ajustés aux capacités israéliennes et au caractère... Et il y en a assez de cibles, on les voit. Oui. Bon, en tout cas, il y a un effet déjà, s'il n'y a pas de conflagration régionale, il y a quand même eu un retournement d'une partie de l'opinion internationale, en particulier les Européens, là, qui se sont tous rangés derrière le droit d'Israël à se défendre.
On en vient à mon dernier point, les Palestiniens dans tout ça, c'est Jean-Paul Chagnolot. Est-ce que finalement Netanyahou a mis sur la table un enjeu et une méthode tellement plus fracassante sur le plan international qu'une fois de plus les Palestiniens vont passer par pertes et profits ou pas? La première chose, c'est que quand vous parlez de dirigeants européens, moi je serais tenté de dire qu'ils n'existent pas. Ouais. Ils n'ont plus de parole, ils n'ont plus de capacité. Il y a quand même un communiqué du G7, ils appellent à la désescalade, ils disent qu'Israël a le droit de se défendre. Bien sûr, mais ils laissent complètement de côté toute une série de dimensions, et en particulier Macron a laissé tomber la conférence qu'il avait essayé de monter depuis des semaines. Et je crois vraiment que les Européens ne pèsent plus, quoi. Je parle des Européens. Les Américains ont la clé, Israël a une tactique, pas forcément une stratégie. Et c'est vrai que dans cette affaire, les Palestiniens sont complètement marginalisés. Et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, je crois que c'est pas simplement de l'ordre d'une guerre, c'est quelque chose, enfin à mes yeux, qui est absolument dramatique. Parce que là, pour le coup, le droit humanitaire est totalement piétiné. Et dernière nouvelle qu'on a ces derniers jours, la situation est vraiment terrifiante, quoi. Il n'y a aucune espèce d'espace politique possible. Tout le monde les a oubliés. Maintenant, l'aide alimentaire est complètement instrumentalisée. Et puis moi, ce qui me bouleverse d'une certaine manière, c'est qu'on a rasé des villes, quoi. Et on a rasé des villes dans une indifférence quasi totale. Rafah, c'est quand même 250 000 habitants, c'est comme si on avait rasé la ville du Havre, ou si on avait rasé Haïfa, par exemple. Si on avait rasé Haïfa, si une armée arabe avait rasé Haïfa, je pense qu'il y aurait une incandescence légitime pour bouger. Là, on a rasé Rafah, on rase en particulier Khan Younis, et dans le nord, il y a aussi 2 villes qui ont été rasées. Donc c'est ça la situation. Et donc il n'y a aucune espèce comment dirais-je, d'objectif politique, si ce n'est d'écraser les populations de Gaza, quoi. Jean-Marc Gonin. Pour reprendre votre argument, il a réussi à faire basculer les choses, Netanyahou, avec cette opération iranienne, quel qu'en soit le calendrier. Mais observons les Européens ces dernières semaines. Même l'Allemagne, le nouveau chancelier Merz, avait sermonné Israël, ce qui est, depuis la création de la République fédérale, une chose qu'on n'avait jamais vue. Il avait dit aux Israéliens, attention, on ne sera plus vos amis si vous continuez à agir ainsi. Mais la phrase suivante, c'était il faut donc qu'on discute encore plus avec Israël. Il n'était pas à rompre les ponts. D'accord, mais les Allemands, quand ils parlent d'Israël, c'est vraiment la balance d'apothicaire. Et là, tout d'un coup, il y a une phrase que jamais aucun chancelier n'avait prononcée. Bon, et regardez ce qui s'est passé à Bante maintenant. Les Européens mettent en avant le droit d'Israël à se défendre, à sa sécurité, Macron, tout le monde, alors qu'il y avait un consensus européen qui était en train de se développer autour de Gaza, comme disait Jean-Paul Chagnolot, en disant c'est plus acceptable. Et là, tout d'un coup, les choses ont changé, les mouches ont changé d'âne. Rina Bassiste, en Israël, il y avait un débat sur la poursuite de la guerre à Gaza. Il y a un débat. Oui, mais il est quand même passé un peu au second plan maintenant, parce que non, je pense pas. La population subit des tirs de représailles iraniens, globalement soutient les opérations militaires en Iran. C'est pas la priorité des gens qui se lèvent le matin de savoir ce qui se passe à Gaza. C'est aussi un des points marqués, entre guillemets, par Netanyahou. Non, je ne dirais pas ça, parce que la question des otages est toujours sur la table. Donc c'est encore une question extrêmement épineuse. Et je crois que ce n'est pas par hasard que ces derniers jours, il y a toutes sortes de communiqués des responsables israéliens. Bon, on ne sait pas la crédibilité, mais quand même, qu'Israël est en train de mettre une nouvelle proposition sur la table, qu'il y a même le bureau de M. Netanyahou a dit il y a 2 jours qu'ils sont en train de décider s'ils vont ou pas envoyer une délégation une nouvelle fois à Qatar pour poursuivre les négociations. Mais il est question du 15 août. Donc il y a... Non, il y a 2 jours. Oui, mais donc la question est... La proposition, pardon, mais je crois, Oman et le Qatar, de reprendre les discussions sur une trêve à Gaza la semaine prochaine, a été acceptée par Netanyahou en disant « OK, mais à partir du 15 août ». Oui, mais... C'est quand même dans 2 mois, il va se passer pas mal de choses. Non, je suis d'accord, mais vous avez demandé sur la société israélienne si le débat existe encore. Donc là, je pense que cette déchirure, elle est toujours là, pas disparue.
à cause de ce qui se passe en Iran. On est très conscient de ce qui se passe à Gaza. Et vous ne pensez pas que ça allège un peu la pression sur Netanyahou? Je ne pense pas que ça allège. C'est tellement encore présent et c'est jusqu'à côté. Ça ne peut pas alléger. Non, il y a maintenant, au lieu d'un sujet qui pèse sur les Israéliens, il y en a deux. Et on sait. Et on voit aussi qu'est-ce que ça a fait cette opération contre l'Iran ces derniers jours. Il y a encore la mobilisation de dizaines de milliers de personnes. Où est-ce qu'ils sont envoyés, ces milliers de personnes? Ils sont envoyés sur toutes les frontières, comme c'était fait après le 7 octobre. Donc la fragilité d'Israël, c'est toujours là. La question de Gaza, c'est toujours là. Moi, je pense non. C'est juste que c'est plus difficile qu'avant. Ce n'est pas qu'il y a un sujet qui est écarté. Oui. La pression internationale va s'alléger quand même, parce que... Mais je vais vous dire quelque chose, parce que je crois que personne ne soupçonne Emmanuel Macron d'être l'ami de M. Netanyahou, de le soutenir sur sa politique à Gaza. Personne. Il a fait savoir ça extrêmement clairement ces derniers mois. Et pourtant, il s'est arrangé à côté d'Israël au sujet de l'Iran. Pour moi, ce n'est pas parce qu'il a oublié la question de Gaza, c'est parce qu'il y a un consensus en Europe que les dangers de l'Iran, c'est vraiment Israël est en face à une menace existentielle. Et je crois qu'en Europe, on fait la part des choses. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait des éditorialistes qui disaient attention, on est en train de devenir un État paria. On disait ça il y a 10 jours en Israël. Ça n'a pas disparu, ça. Oui, enfin, c'est peut-être passé un peu au second plan. La question palestinienne qui a été instrumentalisée par les Iraniens, ils ont... La République islamique. Par la République islamique. C'est bien tout le drame de l'Iran aujourd'hui, c'est-à-dire que... Mais on s'en soucie vraiment en Iran ou pas? Pas du tout. L'opinion publique n'est pas intéressée par cette question parce qu'elle a été trop utilisée. Ça fait partie des axes de la propagande qui sont éculés, si vous voulez. Il y a eu tellement de propagande... Et si vous voulez, cette stratégie, depuis 1979, est allée à l'encontre, finalement, de la tradition et de l'ancrage du pays dans le monde indien, finalement. Ouais. L'Iran est tourné vers l'Inde, c'est pas un pays arabe. Donc, il y a... Ils insistent beaucoup là-dessus. Et aucun Iranien, si vous voulez, classe moyenne, classe éduquée... Mais comment le régime a-t-il pu exploiter cette... C'est un régime théocratique qui s'inspire de l'idéologie des frères musulmans. Et l'ayatollah Khomeini a instauré un système politique qui utilise une idéologie extrêmement datée. Ouais. C'est pour ça que c'est une gérontocratie également. Ouais. Ce sont des personnes âgées qui dirigent l'Iran. Parce qu'en gros, ce que vous nous dites, c'est qu'ils utilisent un argument qui n'a pas de poids auprès de l'opinion pour diaboliser un ennemi, Israël, en l'occurrence. C'est ce qu'on appelle le complexe obsidional de la République islamique, qu'on a discuté dans ce fameux article. On utilise la pression externe pour réprimer à l'intérieur. Et donc, le problème de ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il n'y a pas que des coïncidences. Il y a aussi le caractère, ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Oui. À force de désigner un ennemi, cet ennemi a fini par pouvoir attaquer parce que les conditions étaient réunies et l'administration Trump proposer cet espace. Et c'est pour ça qu'il y a quand même... donc il y a, si vous voulez, une méfiance de l'opinion publique et qui considère que finalement, le régime est responsable de la guerre aussi, d'une certaine mesure, même si c'est Israël qui a attaqué. C'est le timing, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est simplement parce qu'il y avait une réunion le dimanche qui était prévue et Israël a attaqué avant la réunion. Et c'est pour ça qu'il y avait cette réunion, notamment des commandants de la force aérospatiale et des gardiens de la Révolution. Et ça a été l'effet de surprise. Mais l'annonce, la possibilité d'une guerre avec Israël était déjà là en 2008, quand moi-même j'étais en Iran. Les batteries antimissiles étaient disposées sur les toits à Téhéran. Donc c'est une menace militaire qui n'est pas nouvelle, qui pèse sur le pays. Et la question, du point de vue de l'opinion publique, c'est comment on va gérer cette menace militaire et est-ce qu'on continue à dénoncer est-ce que c'est la question de l'Iran, la question de la Palestine? Donc ça, c'est un débat qui a, non pas qu'il n'y a pas de solidarité vis-à-vis des victimes palestiniennes, au contraire, il y a beaucoup d'empathie et de solidarité parce que il y a une souffrance palestinienne qui touche les citoyens iraniens. La question, c'est pas celle-là, c'est est-ce que cela doit être une priorité de la politique étrangère d'un pays comme l'Iran? Et donc ce débat-là, malheureusement, les préférences de l'opinion publique n'ont pas été entendues par le régime et le régime s'est enfermé dans son idéologie parce que c'était une marque de reconnaissance entre eux et c'est aussi parce qu'ils ont construit ce réseau transnational parce que la force idéologique des gardiens de la Révolution ne défend pas les intérêts du pays. Alors, justement, aujourd'hui, l'idéologie de l'ayatollah Khomeini qui date des années 60-70. Justement, aujourd'hui, le fait que, bon, il y a une guerre qui a démarré il y a une semaine ou presque, il n'y a pas eu un missile tiré par le Hezbollah depuis le Liban.
Parce qu'il y a une déception aussi sur le soutien iranien. Donc, non, mais cette espèce de... C'est l'idéologie et la survie, chacun. Oui, l'axe de la non-résistance. Voilà, il a complètement disparu. Est-ce que pour le régime, est-ce que c'est grave, non, cette solitude? solitude? Il y a l'Irak, donc il y a quand même un risque d'embrasement régional, parce que si le régime sent que sa survie est menacée, si l'objectif est bien celui qu'on dit, le changement de régime, il pourrait, comme il l'a déjà fait en 2020, mais sans charge explosive, tirer sur des bases américaines, et là c'est la ligne rouge. Et c'est là où on pourrait avoir... Ça, et le détroit d'Ormuz aussi, des soldats américains, c'est la ligne rouge de Donald Trump. Et là, on pourrait avoir une implication américaine. Le blocage du détroit d'Ormuz, on voit déjà les prix du pétrole, on approche des $75, je crois, en ce moment. Donc dès qu'il y a eu les rumeurs cet après-midi d'implication de l'Amérique, le prix du baril a recommencé à augmenter. Donc il y a aussi un questionnement sur la sécurité énergétique. 30% du trafic maritime de pétrole transite par le détroit d'Ormuz. Pourquoi l'Iran ne l'a jamais fermé, même si cette menace est très ancienne aussi également? Tout simplement parce que l'Iran exporte son pétrole via le détroit d'Ormuz. Il se tirerait dans le pied, donc. Voilà, exactement. Mais dans un contexte nouveau lié à la guerre, on ne peut pas exclure une Mais pour contagion. l'instant, on observe quand même qu'ils font très attention de ne pas justement franchir les lignes rouges que vous évoquez, c'est-à-dire pas tirer sur les bases américaines, pas essayer d'élargir le conflit. Quand même en Irak, on a des situations en Irak qui commencent à ressembler. Pour la sécurité de la zone verte à Bagdad a été améliorée, mais il y a aussi les mesures qui ont été prises après les événements de 2020. Mais il y a aussi, je pense, une méfiance parce qu'il y a des élections qui vont avoir lieu en Irak. Donc la situation était plutôt calme avant l'intervention israélienne. Mais c'est là que réside désormais peut-être la possibilité pour la République islamique de trouver une porte de sortie parce que à l'intérieur de ses frontières, si son appareil de sécurité est déstabilisé, on les voit mal trouver une solution militaire, c'est-à-dire de pouvoir répondre aux opérations militaires israéliennes sur le plan militaire conventionnel. Donc quand même, il y a aussi ce risque de l'utilisation des opérations terroristes. On avait vu ça dans les années 80 à Paris notamment. Et vous les voyez, vous, ce régime avoir recours à toutes les armes à sa disposition, y compris le terrorisme? S'il est acculé, c'est la réponse asymétrique. Donc il y a les cyberattaques, il y a la mobilisation des réseaux des gardiens de la Révolution qui sont en Amérique latine, en Afrique. Donc par exemple une ambassade d'Israël aussi. Donc c'est pour ça qu'Israël a augmenté la sécurité de ses ambassades. Donc oui, il y a, mais après tout va dépendre de cette capacité, parce qu'il y a. Et vous voyez le régime survivre à cet épisode, à cette épreuve ou... Alors on ne peut pas faire de prédiction. Mais c'était un régime qui était déjà très affaibli. Maintenant, l'opération militaire israélienne est aussi impopulaire. Évidemment, la population qui est en train d'évacuer la ville de Téhéran et les conséquences humanitaires créent cette situation-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura un ralliement derrière le drapeau. Souvent, ce qu'on entend sur les plateaux télévisés, ça c'est une idée assez lointaine. Parce que vu l'état de l'impopularité, parce que certains aussi, des victimes du régime, se réjouissent de l'élimination de certains généraux des gardiens de la Révolution. Et on a vu que le Mossad était très très présent jusque dans les hautes sphères du pouvoir, manifestement, pour arriver à... Très important. Jean-Marc Gonin, vous avez... je connais mal le Mossad, j'ai pas... Non, mais vous avez rédigé un MOOC sur les espions. Ça fait de vous un expert. Mais Israël a eu le temps de recruter beaucoup de gens. C'est spectaculaire quand même. C'est très spectaculaire. Il y a quand même aussi des forces telles que les Moudjahidines du peuple, dont on dit qu'ils ont beaucoup fourni une opposition iranienne qui vivait ici beaucoup en exil, notamment en France, a servi d'agents de renseignement, voire un peu plus. On peut imaginer qu'on les active là. Vous avez des Kurdes qui ne sont pas forcément des amis du régime des Mollahs. Vous avez des Arabes au sud de l'Iran. L'Iran n'est pas non plus un monobloc. Hein. Vous avez beaucoup de minorités et on peut se servir de ces gens-là parce que ce sont des opposants potentiels. Rina Bassiste, on est impressionné en Israël par les succès du renseignement israélien, du renseignement militaire, des préparatifs. Est-ce que le succès militaire, l'exploit même, qui a eu lieu contre le Hezbollah, par exemple, et qui a donné lieu à un succès stratégique, on pense pouvoir le répliquer côté iranien, alors qu'on est dans une échelle complètement différente, avec un pays 3 fois grand comme la France, 90 millions d'habitants? Je ne sais pas si on peut le répliquer, mais en tout cas, c'est un certain retour, peut-être, après tous les échecs de 7 octobre, des renseignements, d'opérations de l'armée, des Shin Bet, des Mossad. Là, il y a quand même un retour des capacités technologiques et des renseignements israéliens. Et c'est même plus impressionnant quand vous pensez à l'élimination
de M. Haniyeh, le mois de juillet 2024. Le chef du Hamas. Le chef de Hamas. En plein Téhéran. En plein Téhéran, parce que après cette opération, qu'est-ce que les Iraniens ils ont fait? La première chose, il y avait une purge. Bien sûr, ils ont chassé, il y avait une chasse à l'homme pour justement trouver, exécuter tous ceux qui étaient soupçonnés de loin, d'avoir collaboré d'une certaine façon avec les Israéliens. Donc, après ces purges, qu'il y a encore assez des agents de Mossad, des gens infiltrés pour amener ce genre d'opération, je crois que côté opérationnel, c'est assez extraordinaire. Jean-Paul Chagnolot, le mot de la fin. Écoutez, moi je crois que si on s'en tenait à ces questions militaires, ces questions tactiques, je crains qu'on n'arrive nulle part. C'est-à-dire que s'il n'y a pas à un moment donné une stratégie politique et à un moment donné le retour d'une diplomatie, on ne va nulle part. Comment on termine une guerre? On la termine par l'humiliation et l'écrasement de l'adversaire. À ce moment-là, à coup sûr, dans les temps qui viennent, il y aura des retours de flammes terribles. L'histoire nous l'apprend. Et par conséquent, à un moment donné, il faudra que les diplomates se saisissent de tous ces dossiers, sinon on va vers des violences à venir. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. Comment termine-t-on une guerre? Ça sera la question d'une prochaine émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.